Dans l'actualité ce soir, c'est la mauvaise surprise des fêtes pour Nicolas Sarkozy. 2 jours avant son entrée en vigueur, la taxe carbone est retoquée par le Conseil constitutionnel. Elle est jugée inéquitable car elle comporte trop d'exonérations. Y a-t-il vraiment un plan B? Élément de réponse dans un instant. Malgré la crise, le pouvoir d'achat des ménages a nettement augmenté en 2009. La hausse globale est de 2,2%. Principale explication, le repli de l'inflation. Que se passe-t-il en Iran? Les 2 chefs de l'opposition, Mohsen Moussavi et Mehdi Karoubi, ont quitté Téhéran. Ils auraient quitté Téhéran pour une ville du nord du pays. Les informations et les démentis se succèdent. Nous essaierons d'y voir clair. En France, l'émotion dans la police. Le fonctionnaire de 51 ans, renversé par 2 malfaiteurs en fuite en Seine-et-Marne, est mort des suites de ses blessures. Les 2 hommes l'auraient heurté volontairement. La face cachée de Margaret Thatcher. Les premières archives déclassifiées dressent le portrait d'une femme décidée mais tyrannique qui rabrouait ses ministres. Elle préparait elle-même le dîner et avait un goût prononcé pour le whisky. Et puis, qui se souvient qu'en l'an 2000, il n'y avait ni haut débit ni iPod, que les adolescents n'avaient pas le portable vissé à l'oreille et que la télé-réalité n'existait pas. En ces derniers jours de la décennie, on reviendra sur ce qui a changé dans notre quotidien en 10 ans. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, un conte de Noël. C'est la belle histoire de cette fin d'année. En Bretagne, une enfant de 12 ans s'est improvisée sage-femme pour permettre à sa mère d'accoucher. Les pompiers étaient retardés, le père a fait un malaise, tout s'est bien passé et la jeune collégienne a ensuite révélé qu'elle rêvait de faire ce métier de sage-femme. Laetitia Legendre, Patrice Velay. C'est une petite fille qui, sous des apparences bien tranquilles, vient de donner quelques sueurs froides à ses parents et à sa grande sœur. Au lendemain de Noël, sa mère ressent les premières douleurs. Les premières contractions sont commencées, il devait être 6h moins 20, 6h moins le quart. Donc j'ai réveillé mon mari et je lui ai dit on va partir à la maternité, tu sors la voiture. À l'extérieur, le verglas. Même les pompiers tardent à arriver dans le hameau où la famille habite. Quant au père, il se sent mal. Alors Tiffaine, 12 ans, prend les choses en main jusqu'à la venue au monde de sa petite sœur. C'était un peu dur. Ouais. J'en revenais pas. J'étais retournée, je me dis non, c'est pas possible. Et d'un seul coup, elle était née comme ça, elle était sur le coussin. Au début, vous êtes un petit peu senti mal? Un petit peu, ouais. Mais bon, ça a été autant, en vrai. C'est les 5 premières minutes le plus dur, après ça va le faire, ouais. Une fois le bébé lavé, ils attendront l'arrivée des pompiers quelques minutes plus tard pour couper le cordon. À la maternité, où la maman a été transférée, les compliments n'ont pas tardé. Puis il y avait 10 sages-femmes autour qui m'ont félicité. Ils n'en revenaient pas. Ils m'ont dit on va t'embaucher tout de suite. Une première expérience professionnelle pour Tiffaine, qui depuis l'âge de 8 ans rêve de devenir sage-femme. On en vient à cette décision surprise. Les prix du fioul et des carburants ne vont donc pas augmenter après-demain comme prévu. 2 jours avant son entrée en vigueur, la taxe carbone a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas son principe qui est remis en cause, mais ses modalités. Explication Fabien Chadeau, Pascal Caron. C'est le Conseil constitutionnel qui a étouffé la taxe carbone. Pour les sages du Palais Royal, ce texte est contraire à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et crée une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel considère que dans le texte voté par le Parlement, les pollueurs n'étaient pas tous logés à la même enseigne. Les centrales thermiques, les industries chimiques, le transport de voyageurs aériens et terrestres, ainsi que les 1018 sites les plus polluants en France étaient totalement exonérés de taxes carbone. Autre dérogation, pour l'agriculture et la pêche, le transport routier de marchandises et le transport maritime, la loi prévoyait une exonération partielle. Au total, selon les calculs du Conseil constitutionnel, 93% des rejets industriels se retrouvaient ainsi exonérés de taxes. Satisfaction des Verts qui dénonçaient un dispositif injuste et inefficace. C'était aberrant. C'est-à-dire que les plus gros pollueurs, les industriels, étaient exemptés de cette taxe. Donc c'était complètement, ça n'avait aucun sens. L'ensemble des consommations énergétiques doivent être soumis à cette contribution. Les parlementaires socialistes avaient saisi le Conseil constitutionnel sur l'ensemble de la loi de finances. Les sages ont choisi, eux, de n'épingler que la taxe carbone, un camouflet pour le gouvernement, selon l'opposition. C'est un grave échec pour le gouvernement, mais c'est surtout l'erreur d'une méthode, celle de Nicolas Sarkozy, qui veut passer en force et qui fait de la com, alors que sur le fond, ce n'est pas une vraie taxe écologique.
Du côté du gouvernement, on tente de minimiser la décision du Conseil constitutionnel qui retarde pourtant l'entrée en vigueur de ce qui était l'une des mesures phares du quinquennat. Ça ne nous surprend pas plus que ça. Ceci dit, ça ne change absolument rien à la détermination du président de la République. Il s'est engagé à faire une fiscalité écologique pour changer notre modèle de développement et on tiendra cet engagement en tenant compte des observations du Conseil constitutionnel. Un nouveau texte sera présenté en Conseil des ministres le 20 janvier. Le gouvernement voudrait faire passer la nouvelle loi avant l'été. Et il faut rappeler que Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, est un proche de Jacques Chirac. Bonsoir Alexandre Carra, vous êtes en direct devant l'Elysée. Est-ce qu'on voit là-bas une arrière-pensée politique dans cette décision du Conseil ? Écoutez David, officiellement bien évidemment à l'Elysée, on ne commande pas la décision du Conseil constitutionnel. En coulisses, en revanche, on s'agace de la multiplication des censures des textes. Ces derniers temps, c'était la loi Hadopi. En juin, ça a été cet été un article de la loi sur l'ouverture des magasins le dimanche. Et maintenant, la taxe carbone. Alors si dans l'entourage du chef de l'État, bien sûr, on ne met pas en cause directement le président du Conseil constitutionnel, le très chiracien Jean-Louis Debré, on remarque en tout cas que les sages font preuve d'un certain zèle. D'ailleurs, cela dit, il reste que pour l'Elysée comme pour le gouvernement, cette censure a été une véritable surprise à tel point qu'il n'y a pas de plan B dans les tiroirs de Matignon. Alors Nicolas Sarkozy a donné au ministère concerné jusqu'au 20 janvier pour produire un nouveau texte et ce texte devra éviter deux obstacles majeurs. D'abord, ne pas fâcher les grands industriels quasiment exemptés de taxes carbone par le premier texte, mais aussi ne pas contrarier une majorité déjà largement échaudée par les derniers couacs gouvernementaux à peine 3 mois des élections régionales. Alexandre Carra à l'Elysée sous les gouttes. Merci Alexandre. Toujours à propos d'économie, cette statistique de l'INSEE qui va à rebours d'un sentiment assez largement répandu. Malgré la crise, le pouvoir d'achat des ménages a nettement augmenté cette année, en 2009. La hausse globale est de 2,2%. Julien Beaumont, Mathieu Dreux. Plus d'argent dans nos porte-monnaies. Difficile à croire. C'est pourtant la tendance pour 2009 selon l'INSEE. L'INSEE, c'est pas tout à fait français, ça. Ils ont dû faire l'enquête ailleurs. C'est vrai, la hausse du pouvoir d'achat est minime, plus 0,6% au troisième trimestre. Cela fera en tout plus 2,2% sur l'année, grâce à une inflation modérée, des salaires légèrement en progression, tout comme les prestations sociales. Autre changement, certains prix baissent, encore faut-il ne pas les rater. Regardez dans cette rue-là, vous reprenez le magasin en face, vous avez des prix très corrects, qu'à d'autres endroits vous avez des prix excessifs. Donc c'est au consommateur de faire ça à la part des choses. Quand on fait le tour des magasins, je pense pas qu'il y ait grand chose qui est baissé. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi non, c'est sûr. Un bon exemple pourtant, le gasoil, après avoir atteint des sommets, il a connu un important recul. C'était 1,50 € et c'est 1,10 € ou 1,15 €, donc ça c'est moins cher. Mais c'est tout. Globalement oui, le reste après on voit pas trop parce que c'est des centimes donc on fait pas attention. Une situation de hausse du pouvoir d'achat qui devrait ne pas durer en 2010. L'INSEE prévoit une croissance très faible et un chômage en augmentation. En bref, le dernier hommage à Yves Rocher. Ses obsèques étaient célébrées ce matin à la Gacilly, dans le Morbihan, et il y avait beaucoup de monde, 2000 personnes environ, dont de nombreux salariés du groupe de cosmétiques. Également présent le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Beaucoup ont salué un meneur d'hommes. C'est le petit-fils d'Yves Rocher, Brice Rocher, 31 ans, qui assumera désormais la présidence du groupe. À l'étranger, d'abord cette tempête qui balaye le sud de l'Europe depuis plusieurs jours. C'est surtout l'Italie et l'Andalousie en Espagne qui sont touchés. Stéphanie Pérez. Vue du ciel, la partie méditerranéenne de la Toscane est aujourd'hui un vaste lac. Depuis une semaine, la région de Pise lutte contre la montée des eaux après les fortes pluies qui se sont abattues. 3 villages ont dû être évacués. Profitant d'une accalmie, certains habitants retournent chez eux avec l'aide des secouristes. Cette femme veut tenter de sauver quelques affaires. Je veux récupérer mes papiers d'identité, quelques vêtements, parce que tout est à la maison. L'armée est mobilisée dans ce qui est devenu une course contre la montre. Les autorités craignent une aggravation de la situation à la fin de la semaine, avec l'arrivée de nouvelles précipitations. En Espagne, la situation reste critique, notamment au sud du pays, en Andalousie. Ce pont n'a pas résisté aux orages. Et dans cette région plutôt habituée à lutter contre la sécheresse, on a enregistré des records de pluviométrie. Les habitants en ont perdu le sommeil. On passe la nuit à la fenêtre à surveiller ce qui se passe, on sort dans la rue. On n'est pas tranquille du tout.
En Russie, le blizzard est loin d'être un inconnu, mais il sème actuellement un joli désordre. Il a provoqué d'importantes coupures d'électricité et a même fait fléchir ce sapin de 150 tonnes à Vladivostok. La neige, en cette période de fête, a offert ce spectacle insolite aux Berlinois. Les éléphants du zoo bien embarrassés pour avancer sur un sol devenu glissant. On en vient à la situation en Iran qui est peut-être en train d'évoluer ce soir. Je vous le disais, plusieurs sources, dont l'agence gouvernementale, ont annoncé il y a 1h30 que les deux principaux chefs de l'opposition, Mir-Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi, avaient quitté Téhéran pour le nord du pays. D'après le gouvernement, ils sont en fuite pour échapper aux contre-manifestants, très nombreux depuis 2 jours. Il y a moins de 10 minutes, le propre fils de Mehdi Karoubi a démenti ces informations. Renaud Bernard. Les mollahs montrent leur force. Ici, personne ne conteste le régime, au contraire. Mobilisés par bus dans tous les quartiers de Téhéran, la foule n'a qu'un seul mot d'ordre. Aujourd'hui, on se rassemble ici pour condamner les émeutes et ceux qui protestent contre la République islamique d'Iran. À la tribune, ce religieux se fait plus précis. Il annonce que les leaders de l'opposition vont être punis. Et comme si le régime était aux abois, la menace est suivie des faits. Cet après-midi, l'agence de presse officielle iranienne a annoncé que Mir-Hossein Mousavi, que l'on voit ici dans un meeting, a quitté Téhéran pour le nord du pays. Le pouvoir dit qu'il a fui. Décryptage immédiat d'un site internet de l'opposition. Il y aurait en fait été conduit de force par les autorités. Répression sans frein, comme le montrent ces images. Pour disperser un groupe de manifestants, une voiture de police roule sur un jeune homme. Impossible de savoir ce soir s'il a survécu. Réponse de l'opposition, elle se mobilise encore plus dans tout le pays, comme ici à Mashhad, à l'est de l'Iran. Les étudiants ont manifesté cet après-midi. Et nous reviendrons sur les événements en cours dans le courant de ce journal en cas de nouveaux éléments. Vous l'avez compris, il est difficile de faire notre travail d'information là-bas. Voici l'un des rares reportages tournés sur place. Il concerne la situation et l'état d'esprit dans les universités. Il a été réalisé 1 ou 2 jours tout juste avant les manifestations sanglantes de ce week-end. Reportage signé Alain Chabot. Nous sommes sur le campus de l'université de Téhéran, la plus ancienne et la plus réputée. C'est ici qu'a lieu chaque semaine la grande prière du vendredi, une cérémonie phare de la théocratie iranienne. Ce jour-là, les autorités nous ont accordé une autorisation valable pour 1 heure de reportage. Nous abordons les étudiants pour les interroger sur la politique. La plupart hésitent à se livrer face aux caméras occidentales rarissimes dans le pays depuis les élections de juin dernier. Je n'ai pas d'avis sur la question, mais la liberté d'expression est totale ici. À 50 mètres de là s'élève la mélopée d'une prière de deuil. Nous nous approchons en filmant discrètement. Il s'agit d'un rassemblement interdit en mémoire de l'ayatollah Montazeri, l'une des figures de l'opposition qui vient de décéder. Des Bassidji, les miliciens du régime, sont présents. Une vingtaine d'étudiants brandissent pacifiquement des portraits du leader religieux disparu. Un garde de l'université nous demande d'arrêter de filmer. Nous nous dirigeons ensuite vers un groupe d'étudiantes au look occidental. Elles acceptent de témoigner, mais pas à visage découvert. L'une d'elles nous demande de filmer ses baskets au lacet vert, couleur de ralliement de l'opposition. Ici, à l'université, les opposants sont peu nombreux et isolés. Ils sont très vite identifiés par le comité de vigilance islamique et ils finissent par être expulsés. Parmi ces étudiantes au franc-parler, l'une souhaite quitter l'Iran pour aller étudier aux États-Unis. Une autre nous avouera avoir passé 1 semaine en prison après les élections pour avoir participé aux manifestations. Elle est toujours en attente de jugement. Aux États-Unis, ces nouvelles révélations après l'attentat manqué du vol Amsterdam-Détroit. On apprend que le père du suspect avait averti la CIA que son fils s'était radicalisé. Il s'était rendu à l'ambassade des États-Unis au Nigeria et le renseignement n'a pas été suffisamment diffusé et exploité. Les services de renseignement américains sont donc dans la tourmente ce soir. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à Washington. Barack Obama lui-même s'en est pris aux dirigeants de ses services. Il parle d'échec inacceptable.
Un rapport circonstancié sur mon bureau dès demain matin. Voilà ce qu'exige aujourd'hui Barack Obama. Et c'est vrai que l'analyse des faits montre un certain amateurisme, alors que l'on parle tout de même de la CIA, agence très prestigieuse. Imaginez, le père du suspect est allé lui-même voir un agent de la CIA. Il lui a dit « Attention, mon fils s'est radicalisé, il a disparu ». Il est dangereux. Qu'a fait la CIA? Elle a analysé cette information, mais elle ne l'a pas suffisamment partagée avec d'autres agences. Résultat, cette information capitale n'a pas été recoupée avec une autre source qui indiquait qu'un Nigérian préparait une attaque terroriste. Total gâchis, consternation du président et des Américains qui se croient revenus à l'après 11 septembre 2001 quand déjà on dénonçait un manque de collaboration entre services. Maryse, est-ce que les Américains réfléchissent à des bombardements au Yémen où est passé le suspect juste avant son vol? Nul doute que le gouvernement américain et celui du Yémen travaillent ensemble pour préparer des frappes ciblées sur les camps d'entraînement d'Al-Qaïda au Yémen, même si pour l'instant Barack Obama n'a pas donné d'ordre de représailles. Maryse Burgot à Washington. Merci Maryse. Cette dernière minute, toujours aux États-Unis, on apprend que 8 soldats américains ont été tués dans une attaque en Afghanistan. Pas plus de précision pour l'instant. Toujours à l'étranger, la face cachée de Margaret Thatcher. Les premières archives de ses années au pouvoir viennent d'être déclassifiées. On y apprend beaucoup de petites et de grandes choses sur la Dame de Fer. La presse britannique en fait ses choux gras. À Londres, Franck Genozo, Sylvain Dumont. Pendant 30 ans, ces documents sont restés secrets, bien à l'abri dans les coulisses du pouvoir britannique. Des comptes rendus annotés, griffonnés par une main de fer qui signe de ses initiales MT, Margaret Thatcher. Lorsque ces notes passent entre ses mains en 1979, elle n'est Premier ministre que depuis quelques semaines. Mais déjà, elle ne ménage plus ses collaborateurs, même les plus prestigieux. Elle se fichait pas mal de savoir si elle vexait les gens. Si une note transmise, même par le ministre de l'économie en personne, ne lui plaisait pas, elle pouvait écrire « Votre papier est nul ». Ce journaliste est un des premiers à avoir eu accès à ces documents rares. Pour lui, parler de Dame de Fer, c'était bien en dessous de la réalité. Les ministres recevaient sans cesse des messages comme « Même pas en rêve, recommencez-moi ça » ou « 3 fois non ». On caricaturait Mme Thatcher comme quelqu'un qui donnait des coups de sac à main à ses ministres au grand de ce monde. Eh bien, c'est tout à fait ça. Dans ces documents, on apprend aussi que Margaret Thatcher s'est opposée à la venue en Grande-Bretagne du Shah d'Iran après la Révolution, qu'elle n'avait que peu de compassion pour les boat people vietnamiens à qui elle ne souhaitait pas attribuer de logement au détriment, je cite, de citoyens blancs. Une dame de fer au cœur de pierre et qui n'aimait pas sortir son porte-monnaie. Au retour d'une visite en France, le Premier ministre veut s'offrir une bouteille de whisky et des cigarettes au duty-free. Elle demande aux diplomates de l'ambassade de lui avancer de l'argent. Ils mettront plusieurs mois à se faire rembourser. Et les Britanniques ne sont peut-être pas au bout de leur surprise, car désormais chaque année verra son lot de documents rendus publics, peut-être de nouvelles révélations en perspective sur les années de pouvoir de la Dame de Fer. Retour en France, les 2 jeunes femmes libérées hier de prison à Saint-Domingue sont arrivées ce matin à Roissy. Des retrouvailles émues, bien sûr, avec leurs parents. Lors d'une conférence de presse donnée ensuite, elles ont réaffirmé leur innocence après avoir été interceptées, vous le savez, pour trafic de drogue. Nous avons notre conscience pour nous, ont indiqué les 2 jeunes filles qui ont toujours affirmé que les 6 kilos de cocaïne avaient été placés à leur insu dans leur valise. Image signée Alexis Jacquet. L'indignation, je vous le disais, dans la police. Patrice Point, ce major de 51 ans, renversé par 2 malfaiteurs en fuite en Seine-et-Marne, est mort des suites de ses blessures. Les 2 hommes l'auraient heurté volontairement. Pierre Monégier, David Fossard. Voilà. Dans un instant, on va peut-être pouvoir découvrir ce reportage de Pierre Monégier et David Fossard. Ça ne sera sans doute pas pour tout de suite. Nous y reviendrons éventuellement. C'est pour maintenant. Pierre Monégier et David Fossard donc sur cette affaire à Lyon. C'est un commissariat en deuil. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a rencontré les collègues, mais aussi la famille du policier décédé. Le major Patrice Point, blessé dimanche alors qu'il intervenait sur un cambriolage, a succombé à ses blessures la nuit dernière. C'est un policier qui avait un peu plus de 50 ans, qui était expérimenté, qui avait
l'habitude du terrain, qui ne voulait pas quitter le terrain, qui était vraiment profondément animé par le métier de policier. Il était à 2 ans de la retraite. Dimanche, sa brigade est appelée sur un cambriolage dans ce pavillon. Surpris en flagrant délit, les malfaiteurs prennent la fuite au volant d'un 4x4 volé. Ils foncent sur les policiers, c'est là que le major est renversé. Le 4x4 est retrouvé peu après, les voleurs l'ont incendié pour détruire tout indice. Seule piste pour la police judiciaire de Versailles, cette autre voiture retrouvée près du pavillon. Elle aurait été utilisée par les cambrioleurs. Les syndicats de police dénoncent une banalisation des violences à l'encontre des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on joue sa peau lorsqu'on est policier sur une intervention sur la voie publique, quelle qu'elle soit. Patrice Point est le 3e policier tué en service cette année. En bref, des soupçons de bavure à Lyon. 4 vigiles d'un supermarché sont toujours en garde à vue ce soir, après la mort hier d'un jeune homme sans abri de 25 ans. Ils seront présentés à un juge d'instruction demain matin. La victime, immobilisée contre un mur par les agents après un vol de bouteilles de bière, est morte d'une asphyxie par compression de la cage thoracique. Image signée Philippe Évêque. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, l'énigme du pôle Nord magnétique. Les derniers relevés montrent qu'il s'éloigne de plus en plus du pôle Nord géographique. Explication dans un instant. Un conflit qui en dit long en Inde, celui de la noix de coco. Plus personne ne veut grimper au palmier pour cueillir les fruits. C'est le choc du progrès et des générations. Et puis, c'était il y a 10 ans, c'était il y a une éternité. Au soir de la décennie, on reviendra sur ces petites révolutions qui ont changé nos vies sans qu'on s'en rende compte forcément. C'est le dossier de cette édition. D'abord donc, les sciences avec une équation qui fascine les chercheurs depuis longtemps. Le pôle Nord magnétique s'éloigne du pôle Nord géographique. Ce qui surprend, c'est que ce décalage s'est accentué, s'est accéléré ces dernières années. Le pôle Nord se rapproche maintenant de la Russie. Explication Florence Mavic, Alain Locasio. Remontez au nord, 83 degrés de latitude, puis déplacez-vous à l'ouest, 121 de longitude. Vous êtes cet hiver au pôle Nord magnétique. Attention, ne confondez pas avec le pôle Nord géographique, distant lui de 500 km. Mais le Nord, la boussole des scientifiques, le perd sans cesse, car le pôle magnétique a la bougeotte. 5,0. Ça n'est pas une nouveauté, mais depuis une dizaine d'années, la vitesse de déplacement s'accélère. 55 km par an, on se rapproche de la Russie. Sous cette neige épaisse, à 3000 km de profondeur, le noyau de la Terre est un magma de fer bouillonnant qui fabrique notre champ magnétique terrestre. Vous avez une espèce d'atmosphère remplie de cyclones et d'anticyclones couplés les uns aux autres. Et bien de temps en temps, ce système est capable de varier de façon considérable. Et parmi toute cette effervescence, un mystérieux panache heurterait l'enveloppe du noyau qui correspond à la position actuelle du pôle Nord. L'accélération du pôle Nord magnétique semble être due à un phénomène localisé dans le noyau de la Terre, dans la zone polaire du noyau de la Terre, et non pas à un phénomène beaucoup plus global. Ouf, le champ magnétique terrestre continuera donc à nous protéger des vents solaires nocifs. Marins et aviateurs qui fréquentent cette région de la planète réactualiseront leurs cartes. Et les Russes apprécieront probablement à la place des Canadiens les splendides aurores boréales. Les vacances maintenant, et nous partons pour l'une des destinations les plus prisées, notamment des Britanniques et des Scandinaves, les plages de rêve de l'Inde du Sud. L'affaire peut paraître anecdotique, mais elle révèle les fractures provoquées par la marche en avant économique d'un pays qui s'ouvre au tourisme. Plus personne ne veut monter au palmier pour cueillir les noix de coco, l'une des ressources pourtant de la région. Trop risqué, trop mal payé, l'affaire devient un enjeu politique. Envoyé spéciaux Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Mon Dieu, protège-moi. Une prière, et en 2 temps, 3 mouvements, Balaam, 58 ans, arrive au sommet. Des cocotiers comme celui-ci, il en grimpe une trentaine par jour, depuis 40 ans. À plus de 20 mètres du sol, Balaam fait partie de la caste des cueilleurs de noix de coco, un métier qui se transmet normalement de génération en génération. Moi j'ai l'expérience, mais je ne veux pas que mes enfants fassent ce travail. C'est beaucoup trop dangereux. Et c'est tout le problème du Kerala, littéralement le pays des cocotiers, qui cherche aujourd'hui grimpeurs désespérément. Réservés aux intouchables, ils sont de moins en moins nombreux comme Balaam à vouloir monter au cocotier pour 15 € par mois, juste de quoi subvenir aux besoins d'une famille.
Tous les jours, on prie pour qu'il n'arrive rien à mon père et à mon frère. C'est notre seule source de revenus. Karakaripuzza, ce village de 600 âmes, on ne compte plus le nombre d'accidentés comme Kemaran. Il a fait une chute il y a 10 ans, comme son père avant lui. On ne peut faire de cueillette qu'à la main. De toute façon, aucune machine ne peut remplacer l'homme. Mais justement, le gouvernement du Kerala s'interroge. Peut-on remplacer l'homme par la machine pour atteindre ses sommets et récolter les fameuses noix de coco? Un appel d'offres vient d'être lancé mais laisse sceptique ces cueilleurs et cet économiste, lui-même fils de grimpeur, qui milite pour leur cause. Au lieu de penser à développer une machine, le gouvernement ferait mieux de donner une meilleure protection, une sécurité sociale et de meilleurs revenus à ces gens. Ils seraient alors beaucoup plus nombreux à vouloir faire ce travail. Homme ou machine, quoi qu'il en soit, la noix de coco est cruciale pour toute une économie. Elle fait vivre 4 millions de personnes comme ces ouvrières qui fabriquent ici de la corde. Regardez, on récupère cette fibre de la coco, on la fait sécher et ça donne ça. Au Kerala, on ne jure que par la noix de coco. Elle est sur toutes les lèvres, dans les cheveux, en produits de beauté ou de cuisine. Elle rapporte à l'Inde une manne de 2 milliards d'euros par an. Encore va-t-il falloir trouver le moyen d'aller la chercher. Avis aux amateurs et aux inventeurs, pour trouver la machine à monter au cocotier, le gouvernement du Kerala vous donne 6 mois et une récompense de 20 000 euros. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Le récit d'une autre époque maintenant. Souvenons-nous d'un monde où l'on n'était pas joignable à tout moment, où les billets de train ne s'achetaient pas à la maison devant un écran, où des inconnus sans histoire ne devenaient pas des héros éphémères. Eh bien cette époque, c'était il y a 10 ans. Elle ne connaissait pas non plus l'euro ou les 35 heures. Comme vous avez changé à 24 heures de la fin de la décennie, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Monteil et Olivier Robert. 5, 4, 3, 2, 1 et un nouveau millénaire. La tour Eiffel disparaît presque sous les lumières. Ce soir-là, plus qu'un air d'opéra, c'est un autre son, un peu agaçant, qui sévit partout en France. Toujours joignable. Grâce au portable, à gauche un modèle des années 90, à droite un modèle début 2000, avec une antenne et un écran pas vraiment sexy. Rien à voir avec les téléphones modernes, tactiles, colorés, bardés de programmes. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 en possèdent un. L'homme contemporain se doit d'être joignable. Grand perdant de l'affaire, les cabines téléphoniques. Salut. La révolution du numérique, c'est d'abord Internet. Un monde entier accessible en quelques clics. Un Français sur 10 connecté en l'an 2000, 6 fois plus aujourd'hui. Et parmi ces personnes-là, il y en a 1 sur 2 qui se rend quotidiennement sur Internet et qui l'utilise dans sa vie de tous les jours. Début 2000, les Français découvrent pour la première fois les achats par Internet et les joies des tout premiers abonnements, jusqu'à 16 francs de l'heure. Vous voyez là, c'est combien? 2444 francs sur 4 mois. Moi, c'est pas difficile. J'ai reçu ça, j'ai appelé le câble, je me suis câblé. Début 2000, 2 excentriques, Larry Page et Sergey Brin, imposent au monde leur moteur de recherche, Google. Avec lui, n'importe qui peut retrouver n'importe quoi. 3 milliards de recherches par jour. Le numérique, c'est aussi une discothèque qui tient dans la poche, grâce au lecteur MP3. Les voyages s'organisent désormais sans carte en papier. Les GPS apparaissent dans les voitures, mais aussi sur les VTT et chez les randonneurs les plus branchés. Les années 2000, c'est l'euro et les 35 heures. 1er janvier 2002, c'est l'euphorie. Un nouveau venu dans les porte-monnaies et un franc qui disparaît. Pièces et billets totalement détruits. Dans les commerces, les prix s'envolent, les Français se sentent floués. Moi, j'ai l'impression que ça s'en va plus vite que les francs. Exactement, vous avez raison. On a l'air d'être volés. L'euro, les ados s'y mettent vite, les parents un peu moins. Quant aux grands-parents, ils s'y perdent un peu. Il faut que je divise ça par 6, 50.
Alors donc 72 divisé par 6, 6 fois 6, 38, 6 fois 7, 40. 6 fois 7, ça fait combien? 42? C'est aussi complexe les 35 heures, baptisées la mélodie du bonheur par Martine Aubry, qualifiée d'échec économique par la droite. En tout cas, les Français en profitent. Ils redécouvrent les joies du sport, 14 mm, donc. Prennent des cours de bricolage, partent en week-end prolongé grâce à des offres low cost. Les amateurs d'art passent leur vendredi après-midi dans les musées. À partir du moment où il y a eu 35 heures, il était évident qu'une partie de mes 35 heures, ça serait ça. Dans les années 2000, le monde est bio. Et ça se voit sur les étiquettes, dans les supermarchés, dans les cantines. Le bio séduit les Français qui apprennent le tri sélectif. Pas encore gagné puisqu'un déchet sur 4 finit dans la mauvaise poubelle. Dans les rues, un revenant, le tramway. Il avait disparu pour céder la place aux voitures. Il revient en force. 19 villes l'ont choisi, 55 projets en cours. Quant au 4x4, très tendance dans les quartiers chics de la capitale, il est passé de mode. La vraie star, c'est le vélo. Ça fait longtemps, évidemment, qu'on parle d'écologie. Hein. Ça fait 30 ans, peut-être un peu plus, même 40. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'est, plus ou moins, quoi. Mais tout le monde l'est, est obligé de l'être. On est obligé. Voilà. Si c'est une question de survie pour l'humanité, je crois que tout le monde a compris ça aujourd'hui. 2000-2010, les années flip. Ah, les années 2000 n'ont pas été les années fric, elles ont été les années flip plutôt. Hein. C'est des années marquées par l'angoisse. L'angoisse d'une prospérité qui ne reviendra jamais. Dès qu'il y a une nouvelle économie, ça fait une bulle, ça s'effondre. L'angoisse d'une sorte de choc des civilisations. On pensait que la sortie de la guerre froide, c'était la paix éternelle. On découvre avec le 11 septembre 2001 que non, on est dans une autre forme de guerre larvée. L'angoisse qui revient sous toutes ses formes dès qu'il y a une nourriture un peu frelatée, un nouveau virus qui passe ou une vache folle qui éternue. Donc je pense que c'est une décennie qui est marquée par cette angoisse permanente. La décennie a son lot de bides. Le frigo interactif qui sert de télé, d'internet et de post-it, un flop. Le Segway devait déferler dans nos rues. L'invasion à 16 km/h n'a pas eu lieu. Le meilleur bid, le bug. Au passage de l'an 2000, certains prédisaient une panne informatique géante. Par précaution, des avions furent immobilisés. 300 000 personnes réquisitionnées le soir du réveillon. Tout cela pour rien. Il ne s'est rien passé. Top, en 2000, l'appareil continue à fonctionner. Et à ce propos, voici, avec un jour d'avance, le résultat de la question de la semaine. Je vous en rappelle l'intitulé. Pour vous et vos proches, la vie est-elle plus belle qu'il y a 10 ans? Eh bien, c'est notre fameux pessimisme, vous le voyez, qui domine. La réponse est non, à 70,9%. Vous avez été plus de 8000 à nous répondre. Merci à tous. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. L'incertitude en Iran. L'un des chefs de l'opposition, au moins Mohsen Mousavi, a quitté Téhéran pour le nord du pays. Les autorités indiquent qu'il s'agit d'une fuite face aux manifestants qui soutiennent le régime. L'opposition dément au contraire qu'il soit parti volontairement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young qui nous dit de ne pas rentrer nos parapluies. 20h35, un téléfilm Drôle de famille. 22h15, les meilleurs moments de Panique dans l'oreillette avec Frédéric Lopez. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.